Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Roy Spitz, je suis avocat au barreau de Nice et j'ai l'honneur de présider l'Observatoire national de la profession d'avocat. Je suis en compagnie aujourd'hui de Julie Gaillot, qui est la directrice du pôle Society de CSA, avec qui nous avons réalisé une enquête approfondie sur l'état de la profession au cours du mois de mars 2021, mars-avril 2021. Cette enquête n'est pas réalisée pour la première fois puisque nous en sommes à la 6e édition. Elles sont réalisées toutes les quelques années depuis 2005. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir cette enquête à la fois sur Internet avec des réponses que vous pouviez apporter à l'enquête directement en ligne, mais également certains ont été sollicités par téléphone. Aujourd'hui, nous présenterons les résultats de l'enquête téléphonique, puisque ce sont ceux que nous pouvons mettre en parallèle avec les enquêtes précédentes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques par rapport à l'enquête en ligne, à nous les poser. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Mais vraiment, les résultats qui vous sont présentés ici sont ceux qui sont comparables aux enquêtes précédentes. Dans le cadre de ces 3/4 d'heure que nous consacrons, une partie va être réservée pour des questions que nous aborderons à la fin de nos interventions. Donc, n'hésitez pas à les poser en ligne. Nous répondrons à quelques questions plutôt à la fin, puisque ça sera assez difficile de réaliser au fur et à mesure en direct, au fur et à mesure de la présentation. La présentation que nous ferons sera disponible tout à l'heure dans l'après-midi sur le site du CNB. Un lien sera également adressé par mail pour vous y connecter. Et les documents que vous voyez, même des documents plus complets comprenant d'autres questions, seront disponibles également sur le site ou seront transmis à ceux qui le demanderont spécifiquement. Voilà pour une petite introduction. Julie, je ne voudrais pas trop restreindre votre temps de parole et je vous laisse aborder immédiatement les premières questions qui sont relatives à ce que c'est que d'être avocat en 2021 à la sortie d'une crise sans précédent. Effectivement, merci Roy. Donc sur la méthodologie, je vous rappelle juste qu'on est sur un échantillon représentatif de 500 avocats qui ont été interrogés en mars-avril dernier. Donc on va commencer par voir justement comment les avocats ont vécu cette crise avec un premier chiffre qui nous montre qu'il y a quand même une vraie résilience de la profession face à la crise, puisque au final, on a 3 avocats sur 10 qui déclarent que l'activité leur activité est en baisse ou est menacée versus environ 60% d'avis contraires. Donc ce qu'on voit, c'est que pour 20%, l'activité en fait se porte bien, est en construction, etc. La moitié, ça se maintient et 30%, il y a une baisse ou une menace. Donc, pour la majorité des avocats, en fait, cette crise n'a pas été une menace réelle ou importante par rapport à leur activité. Mais quand elle l'a été, pour ceux dont la vie du cabinet nous disent est menacée, eh bien, ils sont 40% à nous dire qu'ils vont prendre des mesures de sauvegarde ou de redressement et 38% à devoir carrément cesser leur activité d'avocat. Donc, quand l'activité est menacée, on voit que ça a vraiment des conséquences réelles pour les avocats. Merci Julie. Alors, effectivement, nous sortons d'une année très étrange qui a généré, nous le savons, un ralentissement très très fort et marqué pendant le premier confinement, puisque nos juridictions étaient à l'arrêt. Et les enquêtes qui ont pu être faites en 2020 ont montré effectivement une situation très difficile chez nos confrères. Curieusement, je suis assez content de le constater, nous sommes à plus de 2/3 des confrères qui, en fin de compte, et interrogés 1 an après le début de la crise, ont pu constater qu'ils ne sont pas affectés par cette crise ou
ont même eu une augmentation de leur activité, ce qui est signe d'un besoin de droit chez les professionnels, chez les particuliers. Dans une période de crise, nous ne sommes pas surpris de ce besoin réel de droit dans un monde qui change énormément. En revanche, c'est vrai que les cabinets ont pu être fragilisés. Il faut faire attention parce que 30% sont, plus de 30%, pardon, près d'un tiers des cabinets sont en difficulté aujourd'hui ou sentent une menace. Donc, il ne faut pas oublier qu'à côté de ceux qui ne sentent pas d'évolution négative ou qui ont un surcroît d'activité peut-être lié à cette situation difficile du monde dans lequel on vit, il y a des confrères qui sont en difficulté. Voilà, Julie, peut-être la suite. Voyons, donc là, on a vu comment ça s'était passé face à la crise. Voyons maintenant, en fait, comment se mesure la satisfaction des avocats par rapport à leur profession. Alors déjà, une question voilà, sur le sentiment d'appartenance des avocats. Quand on est avocat, en fait, à quoi, voilà, dans quoi on se reconnaît exactement? Eh bien, pour la majorité des avocats, et c'est très, très net, ils se reconnaissent d'abord comme appartenant à la profession d'avocat. Donc, on a un sentiment d'une corporation, en fait, voilà, qui est très ferme et voilà, très intense, en fait. Ils se sentent appartenir à un corps qui est celui de la profession des avocats. Et ensuite, mais vous voyez, loin derrière, il y a un sentiment d'appartenance au cabinet, à une profession libérale ou encore à une profession juridique, mais c'est vraiment le sentiment d'appartenir à la profession des avocats, en fait, qui domine de manière assez nette. Et puis, même si l'année a été assez difficile cette année, on voit que malgré tout, on a une satisfaction qui demeure très élevée cette année, hein, puisque 80% des avocats déclarent être satisfaits de leur situation professionnelle en tant qu'avocat. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. On voit que même si on observe un léger recul cette année, on reste quand même dans ce qu'on observe depuis la création de ce baromètre en 2005, on oscille entre 80, 84, 78. Donc, vous voyez, voilà, la satisfaction reste élevée et elle est peut-être un peu moins importante quand on est individuel. C'est-à-dire qu'on voit que seuls 74% de cette catégorie d'avocats, en fait, déclarent être satisfaits déclarent une satisfaction professionnelle versus 80% pour l'ensemble. Donc, il y a un petit différentiel de l'ordre de 6 points. Et concrètement, qu'est-ce qui va, voilà, sur quoi s'appuie cette satisfaction? Mais on voit que dans le détail, il y a beaucoup d'éléments de réassurance et de satisfaction chez les avocats et vont être extrêmement satisfaits de la qualité des relations avec leurs clients à 94%, de l'indépendance dans leur métier à 87%, du cabinet dans lequel ils travaillent 86%. Et puis, ce qui est très intéressant avec cette profession, parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes de ce type, mais on voit que ce n'est pas toujours le cas de voir ce sentiment de reconnaissance d'utilité sociale du travail, qui est un élément qui va être mis en avant par 86% des avocats et ce qui fait vraiment peut-être la typicité en fait de cette profession qui se sent vraiment très utile socialement. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a d'autres éléments qui vont peut-être susciter légèrement moins de satisfaction, hein, si vous regardez un peu en bas du classement, avec notamment les relations avec les magistrats. Voilà, on voit que le regard des avocats est beaucoup plus partagé, hein, puisque ils sont seulement 50% à être satisfaits de cet aspect de leur métier. Et puis, les possibilités d'évolution de carrière dans la profession, 56% de satisfaction. La rémunération, 56%. La conciliation vie pro, vie perso aussi, ça pêche un peu. Et puis, les possibilités d'évolution de carrière. Donc, on sent voilà, qu'il y a plusieurs aspects qui vont être légèrement en retrait. Et ça va aussi beaucoup touché aux possibilités d'évolution et à la rémunération. Le métier d'avocat est également, on voit, hein, voilà, peut-être, Julie, si je peux, peut-être quelques commentaires sur ces premiers éléments. Je vous redonne la parole après en rentrant dans ces détails. J'aurais eu tendance à vous dire que peut-être que c'est quelque chose de viscéral d'être avocat.
Être avocat, c'est le plus bel état du monde, disait-on. On sent bien dans votre présentation, enfin, dans les résultats que vous venez de nous présenter, que l'importance pour l'avocat, tout en haut, on va retrouver l'utilité sociale de son travail, vous le disiez, la qualité des relations avec ses propres clients, c'est quelque chose de marqué. C'est peut-être là que la défense et ce qu'il a dans ses tripes ressort malgré des points beaucoup moins bons, puisque vous avez vu beaucoup plus bas, il va y avoir la rémunération qui pourtant, et quand on met en parallèle les différents ou dans un tableau, là où nous avons de bons scores, ce ne sont malheureusement pas les points les plus importants pour un avocat. Ce qui va être important pour lui va être, par exemple, sa rémunération, de pouvoir vivre dignement de son métier et correctement, qui va pourtant se retrouver mal noté. Donc important mais mal noté. On trouve, et c'est ça qui est peut-être important et qui manque là, une absence de corrélation entre ce qui est important pour lui et la bonne note. On ne trouve rien de très satisfaisant qui soit très important pour lui. C'est agréable d'avoir une bonne utilité sociale, mais ça n'est qu'un des points positifs. Deuxièmement, nous n'avons pas mis en parallèle le lieu d'exercice par rapport à cette satisfaction et nous avons des variations qu'on retrouvera dans les chiffres plus détaillés, parfois en fonction du lieu d'exercice qui peut avoir un impact et on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Pardon de vous avoir interrompu, Julie, mais voilà, avant de passer au prochain thème, je pensais que c'était peut-être utile de revenir sur ça. Oui, merci Roy pour ces éclairages. Et pour terminer sur ces points, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, l'exercice de la profession peut être très compliqué. Puisque quand on leur demande aux avocats, en fait, si ça leur arrive d'être injuriés, menacés, harcelés, agressés, discriminés, eh bien, on voit que les injures et les menaces font partie du quotidien de 30% d'entre eux. Regardez un peu, hein, ils sont 2% à nous dire que ça, voilà, vous voyez ils sont voilà 14% à nous dire que ça leur arrive, voilà, à l'occasion, oui, une seule fois. Donc, on sent quand même que c'est quelque chose qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession et donc, voilà, qui sont exposés à certaines formes de violence, hein, que ce soit du harcèlement, de l'agression ou encore de la discrimination. Donc, on a un exercice du métier, effectivement, quand vous dites que ça les prend dans les tripes, mais ça les touche dans leur corps, hein, puisque les menaces, on a le sentiment qu'elles sont parfois physiques. Et au final, voilà, tout ça fait que quand on a vu ces niveaux de satisfaction, ces niveaux de violence qui peuvent parfois s'exercer à l'égard des avocats, eh bien, malgré tout, on voit qu'ils sont 68% aujourd'hui à déclarer que leur activité quotidienne, voilà, et correspond à leurs attentes voilà, quand ils ont choisi cette profession. Donc, ils sont 7 sur 10 à nous déclarer que ça correspond à leurs attentes et même dont 7% qui vont nous dire que ça dépasse même leurs attentes et un petit tiers que c'est en dessous de leurs attentes. Donc, on a un petit tiers de déçus, si j'ose dire. Merci Julie. Si quelqu'un peut me remettre la slide précédente. Non, juste après. Pardon. Ça doit être la numéro... La 10, pardon. Suivante. Celle-là? Non, précédente alors. Encore précédente? Voilà. Alors, Pardon, c'est moi qui dis des bêtises. C'était bien celle que vous montriez tout à l'heure que je voulais voir. Voilà. C'était le différentiel qui m'intéresse. Dans la colonne de droite, vous avez la différence homme-femme, par exemple, où nous avons un taux de satisfaction chez les hommes qui est beaucoup plus élevé que chez les femmes. Et ça, c'est peut-être quelque chose où la profession devra s'interroger. Les jeunes arrivent et sont plutôt contents. Les moins de 35 ans, on a 81% de satisfaction.
contre les 50 ans et plus qui semblent désabusés. Alors peut-être qu'au bout d'une carrière assez longue, on a un sentiment de lassitude qui s'instaure. Et les collaborateurs sont, eux, 77% à être satisfaits contre seulement 62% des individuels. Et c'est cette différence-là qui m'interpellait dans les chiffres, avec une explication peut-être de départ anticipé, à savoir qu'au bout d'un moment, le taux de satisfaction, de déception a peut-être augmenté, qui pourrait expliquer des départs de la profession. Voilà. Merci, Roy. Donc, si vous le souhaitez, donc on a vu en premier la crise, en second la satisfaction. Voyons maintenant les pratiques qui sont de plus en plus diversifiées. Donc là, vous voyez, ce sont voilà les pratiques en fonction de leur fréquence, avec à chaque fois en bleu, vous avez voilà ceux qui pratiquaient déjà, ceux qui comptent pratiquer et ceux qui comptent pratiquer mais pas tout de suite. Et ce qu'on voit de manière très nette, c'est que c'est l'acte d'avocat évidemment hein, qui est la pratique la plus fréquente, puisque 46% des avocats interrogés déclarent déjà la pratiquer et 77%, voilà, si on fait le cumul, pratiquent ou comptent pratiquer. Et donc, vous voyez que c'est vraiment voilà, la pratique qui domine de manière très nette et en plus, on est en forte hausse par rapport à la précédente mesure, donc on voit que ça se fait de plus en plus. On a également l'interprofessionnalité hein, qui est classée en deuxième avec 24% des avocats qui le pratiquent déjà, soit 12 points de hausse par rapport à l'année dernière. La compliance, la conformité et les enquêtes internes à 22%. La médiation à 21%, une hausse de 4 points par rapport à la dernière fois et l'e-act à 20% de pratiques. Donc voilà, là, je vous ai donné en fait les principales pratiques, mais vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc on sent que voilà, que les pratiques sont extrêmement variées et sont en train de se diversifier. Oui, merci Julie. Alors, revenez sur un slide. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir à quel point des actes sont devenus de plus en plus courants. Alors, on voit effectivement, et vous en parliez, de l'acte d'avocat. Il faut savoir que c'est une création de la profession d'avocat à travers le CNB. Nous avons réussi à l'imposer, le faire entrer dans le Code civil. C'est quelque chose aujourd'hui qui est réellement pratiqué, donc on a une évolution. L'interprofessionnalité, avec cette évolution, vous en parliez, c'est quelque chose qui devient courant, qui va l'être, puisque beaucoup comptent le pratiquer à court terme. Donc, c'est une évolution. Ce qui est, par contre, en baisse, et au moins dans les intentions, à retrouver mandataire en transaction immobilière, pas forcément surprenant, puisque c'est parfois un métier un petit peu différent, franchement différent du métier d'avocat, ou le lobbying, où certains le veulent, mais il faut quand même réussir une véritable transition et arriver à évoluer dans le métier pour y accéder. Et ça fait partie des réflexions à avoir. Est-ce que ce sont des pistes d'avenir? Est-ce que ça va être une montée progressive après une légère baisse? Ou est-ce que ce sont des pratiques vraiment qui ne prendront pas? L'avenir nous le dira. Merci. Voyons maintenant quel est le niveau d'optimisme des avocats. Et on voit que, voilà, si au niveau micro, en fait, on a un optimisme qui se maintient. Voilà, même s'il y a des petites variations par rapport à la précédente mesure, mais ça se maintient. 80% des avocats déclarent être optimistes par rapport à l'avenir de leur cabinet et 74% par rapport à l'avenir de leur situation professionnelle. Donc, vous voyez que plus ça les concerne, en fait, quelque part de près. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez classique dans les enquêtes, hein, l'opposition micro-macro. Mais là, on voit assez clairement à un niveau individuel ou à un niveau assez proche, l'optimisme se maintient, même si voilà, il y a une légère baisse de 2 points sur l'optimisme par rapport à la situation professionnelle. En revanche, on voit que l'optimisme est beaucoup plus mitigé par rapport à l'avenir de leur barreau. Ça a baissé de 2 points par rapport à la dernière fois.
et là encore plus par rapport à l'avenir de la profession d'avocat, où on a seulement 43% des personnes interrogées qui se déclarent optimistes, soit une baisse de l'ordre de 11 points par rapport à l'année dernière, donc à la dernière fois. Donc on voit qu'il y a quand même voilà quelques ombres au tableau en fait par rapport à l'avenir de la profession d'avocat. Et regardez un peu, ça c'est le suivi du niveau d'optimisme dans le temps, et vous voyez bien que voilà, en 2017 on avait un regain très net d'optimisme par rapport à la profession d'avocat, et en gros là on a surtout reperdu les points qu'on avait gagnés en 2017, qui était une vague particulièrement haussière en fait, avec un regain d'optimisme assez net, quel que soit sur l'ensemble des dimensions que nous avons pu tester. Voyons maintenant en fait, voilà comment ils voient l'avenir, qu'est-ce qu'ils envisagent dans les 3 prochaines années. Eh bien, on voit que ce qui est surtout envisagé pour l'avenir, c'est de s'associer à d'autres avocats individuels, hein, pour la moitié des avocats qui ont été interrogés lors de l'enquête, mais on est quand même sur une baisse de l'ordre de 11 points par rapport à la précédente mesure. Après, 37% envisagent de quitter la profession d'avocat, hein, même s'ils ne sont pas concernés par la retraite. Donc, c'est un chiffre qui est quand même assez important, hein, vu qu'il concerne près de 4 avocats sur 10. 34% envisagent de se spécialiser dans un nouveau domaine, un tiers de changer de cabinet, ou encore 31% de rejoindre un réseau professionnel. Donc, vous voyez, voilà, ce qui est marquant, c'est effectivement que le fait de s'associer à d'autres est quand même en net recul par rapport à la dernière fois. C'est quelque chose qui est quand même nettement moins envisagé. Et par rapport à tous ces changements qu'on vient de voir, hein, parce qu'on sent qu'il y a quand même une certaine mobilité, si j'ose dire, dans la profession. Voilà, ils sont prêts à changer de barreau pour 20%, à rejoindre, ou à changer de cabinet pour 33%, etc. Donc voilà, il y a de l'oxygène, ça bouge beaucoup, mais ce ne sont pas des changements qui ont été envisagés avec cette crise, hein. Vous voyez, 88% les ont envisagés indépendamment de la crise, donc c'est déjà une réflexion qu'ils avaient en tête précédemment. Et quand on leur demande plutôt leurs attentes, voilà, quels sont les grands enjeux dont doivent se saisir la profession des avocats en priorité, eh bien, on voit qu'il y en a 3 qui se dégagent assez nettement et qui sont à peu près dans les mêmes niveaux sur les scores. C'est améliorer les relations avec les magistrats, 36%, favoriser le travail avec d'autres professions du droit, 36% également, et former les avocats à la gestion et au management du cabinet à 35%. Donc voilà, les magistrats, les autres professions du droit et le management et la gestion, voilà les 3 grands enjeux dont devrait se saisir la profession d'après les avocats interrogés. Julie, pour rebondir sur les derniers commentaires, ces 3 points concernent nos interlocuteurs au quotidien, à savoir, nous travaillons forcément, nous avons des relations avec les magistrats, nous avons des relations avec d'autres professionnels du droit, et le management du cabinet implique que tout le fonctionnement du cabinet lui-même. Donc, on a ces 3 points qui sont majoritaires. C'est effectivement la relation c'est la gestion de la relation avec ceux que nous côtoyons au quotidien ou avec qui nous travaillons, qui sont en priorité. Nous avions vu également, Julie, c'est la volonté de s'associer qui était quelque chose d'assez marqué. C'est vrai, c'est en chute. Moins 11 points, vous l'aviez dit, c'est très marqué. Il faut savoir, et nous avons les chiffres à disposition des confrères que ça intéresse, que l'exercice individuel n'est pas forcément le plus rentable. Alors, question satisfaction personnelle ou autre, c'est un autre débat. Et en exercice en commun, je veux dire, le seul objectif de l'avocat n'est pas forcément le rendement financier, mais c'est vrai que nous constatons que les structures d'une certaine taille ont la possibilité d'optimiser les résultats, et l'exercice individuel contraint l'avocat à des modes d'exercice assez compliqués au quotidien. Les avocats le ressentent, l'isolement, la difficulté de travailler. Donc là-dessus, nous ne sommes pas sur quelque chose de surprenant en tant que tel que des avocats souhaitent s'associer. Ce qui nous surprend, c'est la baisse du
par rapport à l'enquête précédente. Également, nous avons demandé une nouvelle question qui était celle: est-ce que vous comptez quitter la profession? Et donc, c'est une question où nous n'avons pas de comparatif. En revanche, vous le disiez, le taux est particulièrement élevé, ce qui doit nous interpeller quelque part, à savoir pourquoi est-ce que nous ne sommes pas satisfaits de la profession, et vraiment peut-être que des études sur comment faire pour que cette belle profession puisse attirer, garder les talents. Ce sont des questions qu'il faut que nous nous posions et que la profession y réponde pour voir comment faire face aux difficultés que les confrères rencontrent pour ne pas que des départs injustifiés ou des départs d'insatisfaction puissent se multiplier. Merci. Voyons maintenant en dernière partie quel regard les avocats portent en fait sur les formations pour leur activité. Avec déjà une première question, on leur a demandé pour un certain nombre d'éléments, est-ce que pour eux ça représentait une menace ou une opportunité. Plus la note est élevée dans cette question, plus l'élément en question représente une opportunité, et plus la note est basse, et plus elle va avoir tendance à représenter une menace. Donc, ce que vous voyez dans les opportunités, il y en a une qui est très claire, c'est la spécialisation qui arrive en tête de liste des opportunités avec une note de 7,2. L'innovation, la nécessité d'innover dans le service rendu aux clients, 7,0. La digitalisation, 6,5. La judiciarisation de la société à 6,2, ou encore la déjudiciarisation des différends à 5,6. Donc voilà pour ce qui est des opportunités pour l'avenir de la profession. En revanche, on a également un certain nombre de menaces, sur lesquelles on peut rassurer ou en tout cas essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et la première menace, c'est la pression sur les prix et les services low cost. On voit que c'est une note de 2,8 sur 10. Donc c'est vraiment la principale difficulté qui est identifiée à travers cette question par les avocats. Ils nous parlent également de la concurrence de professions autres que celle du droit, de la dérégulation de la profession, de l'émergence des legal tech, ou encore de la concurrence au sein de la profession. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la pression sur les prix et les services low cost qui a vraiment l'air de les inquiéter. Et ensuite, on leur a demandé en fait pour toute une série de formations, est-ce que ils en ressentent l'utilité aujourd'hui, et effectivement il y a toute une série de formations qui leur semblent bien utiles. C'est notamment tout ce qui va avoir trait à la maîtrise des nouvelles technologies, jugée utile à 82%, la gestion financière et comptable, 78% d'utilité, la relation commerciale et le développement de clientèle, donc tout ce qui est prospection, 77%, la com, le marketing, l'entrepreneuriat, le management. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y en a 3 qui leur semblent particulièrement utiles. C'est les nouvelles technologies, la finance et le commercial. Si vous regardez en fait la part de ceux qui déclarent que ça leur serait très utile, qui est quand même nettement plus élevée que les autres. Cela étant, quand vous regardez en évolution, on voit que par rapport aux précédentes mesures, si vous regardez dans la durée, vous voyez que le jugement sur l'utilité des professions a plutôt tendance à baisser depuis le premier point, et c'est une baisse qui est quand même continue. Donc même si ils sont quand même une nette majorité à trouver ce type de formation utile, ils les trouvent moins utiles que par le passé. Après, il faut voir aussi qu'on a traversé on a eu 1 an voire 18 mois qui ont été extrêmement complexes, et que peut-être dans un contexte de Covid avec une part qui est quand même pas tout à fait négligeable de cabinets qui se sentent menacés, l'heure n'est pas, en tout cas dans la tête des avocats que nous avons interrogés, à la formation qui leur apparaît peut-être pas aujourd'hui comme ce qui va être ultra prioritaire pour la profession. Merci Julie. Alors, pour revenir en slide, en diapo, c'était la 21e diapo, nous avons introduit plusieurs nouvelles questions. Mais dans les nouvelles questions que nous avons posées sur ce que les confrères perçoivent comme risque ou opportunité, on a la plus mauvaise et la meilleure note, à savoir que la
perception de la spécialisation est classée tout en haut comme étant une opportunité, et la pression sur les prix, notamment par le low cost, un risque particulièrement important. C'est dire qu'effectivement, nous avons commencé en interne à nous poser des questions sur ces deux sujets. Nous avons visé juste à savoir qu'il y a à la fois cette opportunité à travers la spécialisation, mais également le risque extraordinaire des low cost, avec ce low cost qui était déjà dans le rapport de notre confrère Camille Aéry en 2017, puisqu'il avait identifié dans ce rapport une volonté de nos clients de pouvoir bénéficier de services moins chers sur certains domaines, quitte à avoir un service moins bon, ce qui est un petit peu incompatible avec notre métier, à savoir que nous avons des obligations de moyens. On ne peut pas dire ce dossier-là, il sera traité moins bien, et si je passe à côté d'éléments, eh bien, tant pis pour vous, vous n'avez pas payé le prix qu'il fallait pour que j'étudie correctement votre dossier. C'est quelque chose d'assez compliqué à gérer et à mettre en œuvre, et cette pression du low cost qui va souvent de pair avec une qualité qui sera moindre est quelque chose qui inquiète les confrères et qui peut se comprendre. Ensuite, vous nous parliez des formations, effectivement, d'une baisse importante de du besoin de formation qui n'est pas prioritaire, qui est en baisse par rapport aux enquêtes précédentes sur la nécessité et l'urgence. Alors, il faut savoir qu'en 2020, nous avions fait des enquêtes Covid et que ces enquêtes-là nous ont montré que les confrères voulaient beaucoup de formation. Ils ont d'ailleurs suivi énormément de formations. Donc, peut-être que cette enquête faite mars-avril 2021 est à mettre en parallèle avec une sortie d'année où, avec une activité moindre, beaucoup de confrères se sont énormément formés, ont pris du temps l'année dernière pour se former, et que, interrogé en mars-avril 2021, on a peut-être une réponse ponctuellement différente. En revanche, quand on regarde votre courbe, ça n'est pas forcément non plus quelque chose de ponctuel, puisque si on prend 2014, eh bien, nous sommes sur une tendance vers perception moindre de la priorité de se former, puisque on a une baisse entre 2014 et 2017 et à nouveau entre 2017 et 2021. Donc, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que la formation ne paraît pas prioritaire ou moins prioritaire en 2021 que par le passé, et est-ce que ça va être à nouveau le cas lors d'une prochaine enquête, ou est-ce que c'était une réponse ponctuellement plus basse? Nous le saurons par la suite. Voilà, je crois que nous arrivons au bout de ces premiers éléments. Nous avons beaucoup d'autres chiffres pour ceux que ça intéresse qui sont disponibles qui seront disponibles sur le site. Est-ce que nous avons des questions? Je n'en vois pas affiché. Alors, les questions reviennent. Des questions sur les statistiques en dehors de l'étude, notamment le taux d'installation directe des jeunes diplômés. Désolé, nous n'avons pas cette réponse. Et la rémunération, la répartition sur les rémunérations, nous mettrons en ligne les réponses spécifiques sur cette question, puisque ça va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons donner aujourd'hui, mais nous avons des éléments que nous partagerons, s'ils ne sont pas déjà sur le site du CNB, sur les rémunérations. La répartition de l'activité entre le judiciaire et le juridique, eh bien, nous avons grosso modo une répartition 70-30%, donc 70% d'activité dominante judiciaire contre 30% d'activité dominante juridique. Voilà, donc ça, c'était des questions qui nous étaient posées. Est-ce que vous avez des réponses différentes, peut-être, Julie, sur ces points ou des choses
Non, moi, je vois une question sur la satisfaction des avocats ne dépend-elle pas aussi de l'endroit dans lequel ils sont installés? Pourrait-elle, cette étude pourrait-elle déboucher sur l'identification d'éléments ou de facteurs qui puissent être exportés au cabinet en souffrance? Donc, merci pour cette question bien pointue. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous avez raison. On a des disparités qu'on peut observer au niveau de la satisfaction des avocats. On a une satisfaction moins bonne, en effet, pour les barreaux de taille intermédiaire, entre 500 et 1000 avocats, ainsi que dans le sud-ouest de la France. Ce qu'on voit aussi, c'est que la satisfaction en région parisienne est similaire à celle de l'ensemble des avocats. Ce qu'on voit aussi, c'est que les individuels, ceux qui travaillent dans de petits cabinets avec les particuliers, qui font davantage de contentieux, sont moins satisfaits que les autres. Euh, voilà, pour cette question-là. Après, je vois qu'on en a une aussi sur les départs anticipés de la profession. Effectivement, on avait un chiffre qui est assez surprenant, hein, parce que on avait à peu près 37% des avocats interrogés, me semble-t-il, qui envisageaient de quitter la profession hors départ à la retraite. Donc, ça fait quand même un chiffre qui est assez important. Et effectivement, c'est une bonne question parce qu'on voit qu'il y a des différences qui sont assez sensibles en fonction de la catégorie d'avocats qu'on a pu interroger et que c'est notamment plus vrai chez les jeunes. Donc, chez les plus jeunes, il y a davantage de souhait de quitter la profession. C'est à la fois une tendance ancienne, c'est-à-dire que puisque la majorité des départs de la profession ont lieu avant 10 ans d'exercice, et c'est en même temps une tendance qui prend de plus en plus de poids, avec notamment l'arrivée de nouvelles générations d'avocates et d'avocats, moins prompts à accepter quelque part le fardeau, hein, pardonnez-moi entre guillemets, que peut parfois représenter la profession au niveau équilibre vie pro, vie perso. On voit que voilà, chez les jeunes, en fait, le fait que des fois ça soit un sacerdoce et qu'on soit obligé d'y sacrifier sa vie personnelle, c'est beaucoup moins bien accepté par les jeunes. Bon, c'est pas typique à la profession d'avocat, ça, hein, c'est ce qu'on voit dans l'ensemble de nos enquêtes qu'on peut réaliser sur l'univers professionnel chez les jeunes. Hein. Eux, ils sont plus prêts à voilà, sacrifier leur vie personnelle pour leur vie professionnelle. Et on voit notamment aussi que voilà, ils sont aussi voilà, il y a un vrai point sur les perspectives et les opportunités de carrière, sur la rémunération, et puis aussi sur l'égalité femmes-hommes et qui était notamment voilà qui satisfaisait moins l'ensemble de la profession et encore moins les femmes en question. Donc là voilà, on a toute une série de facteurs en fait qui expliquent que les jeunes aient davantage envie de partir effectivement. Et en même temps, Julie, si je peux utiliser la formule, nous avons chez les moins de 35 ans, on a 81% qui considèrent que leur satisfaction, enfin que le métier était conforme ou dépassait leurs attentes. C'est 81%, alors que dans la population générale des avocats, on n'est qu'à 68%. Donc, quelque part, ils arrivent, ça dépasse leurs attentes, et pourtant, ils sont insatisfaits, ils partent. Donc, on a ce paradoxe qu'il faudra, voilà, faut réfléchir Après, autour. ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, Roy, c'est que les jeunes hein, qu'on étudie sous toutes les coutures chez CSA, c'est sûr que ils sont très sensibles à tout ce qui va toucher l'utilité sociale. Donc, on voit que au niveau RH, hein, même dans les grandes entreprises, etc., le fait d'exercer un métier dans lequel ils se sentent utiles, c'est un véritable levier chez eux. C'est un véritable levier de motivation, le sens de leur métier, et encore plus que pour certaines générations un peu plus âgées. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils soient aussi enthousiastes, comme vous le dites, hein, mais qu'ils ne soient pas du tout déçus par rapport à la profession quand ils arrivent, ça correspond à au-delà de leurs attentes, ils se sentent utiles socialement, etc. Mais à côté de ça, il y a certainement des choses qui, sur un plan personnel, ils ne sont pas prêts à accepter. Le fameux sacerdoce où le métier devient effectivement ce sont nos tripes qui sont exprimées au quotidien, mais c'est vrai que le temps consacré, la répartition
vie privée, vie professionnelle est en souffrance et c'est quelque chose qui est moins bien accepté par certains, notamment parmi les jeunes. Vous avez raison, ça peut avoir, peut expliquer ce paradoxe apparent. Pascal, est-ce que nous avons d'autres questions qui nous sont parvenues? Alors, je regarde. Et effectivement, on nous demandait, vous l'avez rappelé, Julie, est-ce que cette étude pourrait déboucher sur l'identification d'éléments ou facteurs favorisants qui puissent être exportés au cabinet en souffrance? Vous en parliez tout à l'heure, ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles nous faisons ce genre d'enquête. Ça n'est pas juste pour la beauté d'afficher les résultats ou d'en parler, c'est pour identifier ce qui peut améliorer la situation et permettre de trouver des solutions à cette souffrance ou pour comment gérer ceux qui se sentent isolés, parce que le métier, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire dire, il n'y a pas un métier d'avocat. Nous sommes tous dans une belle profession, mais il y a des modes d'exercice différents, des activités différentes que l'on exerce dans une petite structure, une grande structure, qu'on exerce du droit en droit fiscal ou en droit de la famille ou au contraire comme agent sportif ou transactions immobilières, qu'on fasse que du contentieux ou au contraire que du judiciaire, que du juridique, va faire appel à des profils différents d'êtres humains et des satisfactions différentes dans le cadre du métier par rapport à son profil et ses attentes personnelles. Donc là-dessus, effectivement, les études sont utiles, mais pas pour identifier un avocat ou la solution optimale, mais peut-être pour arriver à donner des clés de recherche ou d'évolution pour les uns et les autres. L'avocat est un entrepreneur. C'est compliqué d'être entrepreneur et on est confronté à toutes ces difficultés au quotidien. Heureusement, et c'est ce qui sauve un petit peu l'exercice, c'est cette satisfaction, vous en parliez, de l'utilité sociale, de la relation avec le client, ces points qui sont forts et qui permettent de trouver des satisfactions, compense effectivement le fameux sacerdoce dont vous parliez. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste vous rappeler que le replay sera disponible, mais surtout les documents. On a un document beaucoup plus complet permettant de rentrer dans plus de détails qui sera disponible sur le site du CNB. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous d'avoir assisté, de nous avoir rejoints ce matin pour cette petite présentation de l'état de la profession en 2021. Julie, je tenais à vous remercier parce que je sais que vous vous êtes beaucoup impliquée dans cette étude avec CSA. Je vous remercie. Je sais que nos travaux continuent puisque nous avons des entretiens individuels prévus pour essayer d'identifier différents types de profils d'avocats puisque nous n'avons pas un avocat unique, nous avons des profils différents, nous essayons de les identifier, conduire des entretiens. Donc, les travaux se poursuivent. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup et merci, un grand merci au CNB pour voilà, cette enquête passionnante qui nous permet justement de suivre l'état de la profession avec cette vision longitudinale dans le temps qui dessine voilà, des mouvements très, très intéressants. Merci et au revoir à tous. Au revoir.